Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast, le début de notre marathon de podcast, puisque vous aurez un épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast publié chaque jour pendant plus de 3 semaines. Pour débuter, j'ai avec moi Adrien. Adrien, je prends ton rôle de présentateur, tu ouvres le bal sur le format, on parle des Bulls, est-ce qu'il n'y a pas un peu de pression là ? Alors pression, oui et non, on va avoir l'occasion de développer, mais à un moment donné, les attentes autour des Bulls sont pas non plus très très élevées. Après, la pression, elle est sur le fait qu'on entame ce marathon avec un enregistrement à 3h11 du matin, heure française. Donc voilà, on va essayer de faire au mieux de garder l'énergie au maximum pour cette preview-là. Oh, je vais me faire attaquer par au prud'homme du coup. Alors je n'enregistre pas, je ne force pas Adrien à enregistrer. Hein. C'est un timing qui convient à nous deux. Alors un peu plus à moi peut-être, mais Adrien est un homme Pour de la une nuit. fois, hein, parfois, tu dois enregistrer très très tôt le matin. Pour une fois, on inverse un peu les rôles. Effectivement. Et on va commencer avec les Bulls. Donc du coup, ça donne un petit peu plus d'énergie, j'imagine, de commencer avec les Bulls. On est obligé forcément pour ce premier épisode du marathon de podcast Dunk Hebdo de vous expliquer le concept. Donc avant les playoffs, on va publier un épisode quotidien pour les 20 équipes qui vont être qualifiées pour ces playoffs ou ces play-in. En l'occurrence, par exemple, les Bulls semblent s'acheminer vers le play-in. L'idée, c'est de mettre en avant la raison, et plutôt les raisons pour lesquelles l'effectif n'est pas assez bon, ou en tout cas l'équipe n'est pas assez bonne pour remporter le titre. On le sait, hein, quand on regarde l'effectif des Bulls, en théorie, on n'a pas besoin de se poser cette question, sans être méchant, Adrien. L'idée, c'est plutôt pour ce genre d'équipe, celles qui sont plutôt dans le play-in ou qui ont comme objectif de passer un tour, de mettre en avant les points négatifs et les points qui vont les empêcher d'acquérir plusieurs victoires en play-off, notamment. Première précision, parce qu'il en faut beaucoup, ce format va remplacer les previews. Donc, pour le premier tour de playoff, il n'y aura pas de preview 1-8, 1-8, 2-7, 3-6 classique. C'est ma 8e campagne de playoff avec Dunk Hebdo. Je vais être honnête, j'en ai un peu ras-le-bol de ce format qui est un petit peu épuisant et qui, avec le play-in, est encore plus difficile à mettre en place. Est-ce que j'ai bon, Adrien ? Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter ici ? Il me semble que tout est bon. Ou alors moi je fatigue. À 3h, moi j'ai une excuse. C'est vrai. Du coup, je dois rajouter. Une chose, c'est qu'on va essayer de faire les équipes play-in au début, sauf que, alors, on va un petit peu révéler la manière dont ça s'est passé. Ça fait quoi ? Peut-être 1 mois et demi, 2 mois qu'on s'est tous attribué des équipes, 3 équipes par membre de la team Dunk Hebdo, qu'on a vu plus que les autres dans l'idée de les travailler justement pour ce format-là. Donc, vous comprenez que forcément, il faut enregistrer le podcast avec le spécialiste, l'expert de l'équipe en question. Ce qui fait qu'il faut, actuellement, je suis agent administratif parce que je dois trouver tous les timings qui correspondent entre le présentateur et l'expert de l'équipe en question. Donc, l'ordre n'est pas un power ranking. Ce n'est pas parce que votre équipe arrive 2, 3, 4 qu'on estime que c'est la 3e équipe la plus faible. On n'estime pas que les Bulls sont la pire équipe des 20. Même s'ils sont peut-être pas très loin, mais bref, je suis désolé, Adrien. En tout cas, c'est très méchant pour quelqu'un qui est là à 3h du matin. En tout cas, c'est pas un power ranking. On va le dire comme ça. L'intro était beaucoup trop longue. On va commencer. Pas de petite pause dans ces formats. Ça va être plus resserré. On va être sur 20-25 minutes. Normalement, c'est plus un message qui s'adresse aux membres du podcast qu'aux auditeurs, celui-ci. Du coup, on va commencer, Adrien, par le bilan de la saison des Bulls. À chaque fois, on va tirer le bilan de la saison de l'équipe en question. Je suis allé réécouter les previews 2023-2024 de Dunk Hebdo. Je te cite, on sait à quoi s'attendre, on va avoir ce à quoi on s'attend a priori, pas de surprise dans le positif ou dans le négatif. Est-ce que ta prédiction, elle a été validée ? Alors c'est assez ironique pour le coup parce que dans le résultat peut-être, dans la manière il s'est passé plein de choses. Forcément, pour cette saison on va être un peu obligé de reprendre la chronologie de ce qui s'est passé et ça démarre avec donc ce début de saison catastrophique du côté des Bulls, on peut le dire, au bout d'une vingtaine de matchs, je crois qu'on était en 5-14 donc à 19 matchs. Ça se passait très mal, c'est ce que je te disais juste avant de lancer l'enregistrement. Même en tant que supporter des Bulls, je commençais à me dire je vais commencer à passer sur quelques matchs parce que je m'ennuie, ça ne se passe pas bien du tout et je vais regarder un peu d'autres équipes parce que j'aime regarder du basket. Bon, c'était très mal parti. Et puis, on a retrouvé les refrains habituels, les rumeurs autour évidemment d'un trade de Zach LaVine, en tout cas de l'explosion de cet effectif, mais surtout autour de Zach LaVine qui semble être la pièce avec le plus de valeur aux côtés de Caruso. Finalement, on a eu cette blessure de Zach LaVine qui remet tout en question. On s'est dit, ça y est, cette saison est une saison noire qui est maudite.
Et puis, de fil en aiguille, petit à petit, eh bien, les Bulls ont commencé à regagner des matchs. Alors, il y a eu l'émergence un peu miraculeuse du potentiel MIP de cette saison. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler autour des trophées. Moi, je vote évidemment pour lui, de Kobe White. On a eu aussi Ayo Dosunmu qui, sur ces dernières semaines, s'est très bien montré. Et malgré une autre blessure, parce que je n'ai pas encore cité son nom, celle de Patrick Williams, eh bien, finalement, les Bulls, on les retrouve où? Eh bien, peu ou prou là où ils étaient depuis quelques saisons maintenant. Et c'était le cas déjà l'année dernière, c'est-à-dire à la lutte pour les play-in. Alors, a priori, tu disais qu'on n'est pas loin d'être la pire équipe. Je pense que derrière nous, Atlanta est moins bon et qu'on est à peu près sécurisé à cette 9e place. Mais voilà, on se retrouve au même endroit. Donc, dans la manière, il s'est passé beaucoup de choses. Au final, on n'espère pas remporter les playoffs, soyons réalistes, et on va se qualifier pour les playoffs. Effectivement, si on regarde le over-under des Bulls qui était à 37,5, donc la prédiction de victoire, alors au moment où on enregistre, encore une fois on enregistre avant la fin de la saison, mais visiblement vous allez être au-dessus parce que vous êtes déjà à 34 et il reste une dizaine de matchs, donc vous allez encore être au-dessus de l'over-under. Et c'est assez intéressant ce que tu as dit, effectivement, peut-être la surprise, et si je continue à te citer, tu disais, un peu dans le prolongement de cette prise de parole, dans la preview de la saison, que sauf transfert, ça devrait pas être surprenant. Et c'est peut-être ça le truc surprenant au final, c'est qu'il n'y ait pas eu d'explosion, tu l'as dit. Oh, ça a été un peu le marronnier tout au long de la saison. On en a parlé chez Dunk Hebdo. Si vous suivez les Bulls, vous avez vu ça. C'est la question éternelle du projet. Je mets des guillemets puisque c'était celui autour de Lonzo Ball qui ne joue pas non plus, même si je ne l'ai pas cité. Zach LaVine, DeMar DeRozan, Nikola Vucevic, qui était un peu voué. Enfin, on le voit mal aller beaucoup plus haut que ce qu'on peut faire actuellement. Et donc, beaucoup dans la fanbase des Bulls reprochent justement au front office de ne pas bouger, de continuer d'insister avec ce fameux terme de compétitivité qui est souvent utilisé par Karnizovas, qui a le don d'énerver certains. Après, il y a des contraintes temporelles et financières qui font que ces choix s'expliquent pour le coup. Et puis, voilà, finalement, on gagne des matchs et on va voir. Là, pour le moment, on arrive justement à cette période de fin de saison où c'est des considérations peut-être que de mon côté, c'est peut-être que personnel, mais j'ai envie de mettre ça de côté et me concentrer sur, allez, qu'est-ce qu'on propose, qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer, qu'est-ce qui va se passer. Eh bien, enchaînons justement sur le côté un peu douloureux, les 3 raisons qui font que vous n'allez pas gagner le titre, et on va commencer. C'est celle que tu m'as dit quand on a su qu'on était tous les deux pour le Bulls. Adrien, c'est la première chose que tu m'as dit, les 3 points. Oui, c'est ça, je t'ai dit les 3 points. Et en plus, après, quand tu as commencé à regarder, tu m'as à ton tour envoyé un message pour me dire ah oui, je pensais pas à ce point-là. Bon, c'est-à-dire que tout le monde est à peu près au courant si on fait une revue d'effectifs. Et je pense qu'on reparlera de ces quelques problèmes de roster du côté des Bulls. Ça saute très vite aux yeux. Il n'y a pas beaucoup, déjà. Il n'y a pas non plus de très bons shooters à 3 points. Pour une statistique que moi je suis allé chercher de ce côté-là, c'est le différentiel entre le nombre de 3 points mis par les Bulls et leur adversaire tout au long de la saison. Donc en moyenne, il y a 2,7 3 points de différence, donc 8 points à remonter tous les soirs, autrement que par le 3 points. En allant chercher des lancers par le mi-distance, on salue DeMar DeRozan. Donc voilà, c'est vraiment compliqué. Et puis dans l'effectif, voilà, je le disais, en termes de profil, alors oui, alors il y a théoriquement, même s'il a peu joué cette saison, Zach LaVine qui est capable de se créer son tir à 3 points, qui peut aussi le prendre en catch and shoot évidemment. Kobe White, un peu dans le même esprit. À partir de là, qui c'est qui prend le plus de 3 points du côté des Bulls? C'est Alex Caruso, alors qu'il est sur une très bonne saison à 3 points, heureusement, mais ce n'est pas non plus une menace qui est ultra respectée par les défenses, donc qui t'assure un vrai spacing soir après soir. Vucevic l'est un peu plus, puisque lui les prend. C'est celui qui en prend le plus derrière, mais ce n'est pas non plus une efficacité incroyable. Et puis après, on tombe sur justement Ayo Dosunmu, des Patrick Williams, donc des joueurs qui sont encore loin d'être des shooters élites. Et parfois, ça nous vaut des matchs très compliqués en termes de réussite, notamment. Puis, on en parlait en off, il y a aussi une question de mettre les 3 points, mais de les prendre avant. C'est ça, Adrien. Il y a des joueurs qui sont peut-être dans l'hésitation quand c'est de la prise de décision sur du shoot. Oui, totalement, c'est la valeur. Alors pour ceux qui nous suivent un peu sur les réseaux sociaux, j'avais défendu Nikola Vucevic il y a quelques semaines sur Twitter, notamment sur cette raison-là, c'est-à-dire que du côté des Bulls, si Vucevic ne prend pas ses tirs, alors oui, il n'est pas tous les jours efficace, mais s'il ne les prend pas, le spacing, enfin les défenses qui jouent contre les Bulls ne vont pas spécialement respecter les shooters. C'est difficile de respecter soir après soir Caruso, Ayo Dosunmu. Alors il y a Torrey Craig qui est là, qui revient de blessure, donc lui, il est un peu plus. Après, on va avoir des Javon Carter, mais ça, c'est un match on ou off. Il y en a déjà, ils ne jouent même pas. Ceux où ils jouent, soit il les met, ils commencent à être respectés, soit il ne l'est pas du tout. Donc ça devient ensuite très compliqué pour
notre attaque qui est en plus globalement statique et on est obligé de compter sur DeMar DeRozan, sur Kobe White, sur parfois Nikola Vucevic pour créer quelque chose un peu de même. Donc forcément, le spacing, le tir à 3 points, ça peut être, enfin en tout cas ça semble être ce qui fera très mal, qui pourra faire très mal aux Bulls en cas de joute de play-off, déjà de play-in, chaque chose en son temps. Mmh. Pour conclure peut-être ce point-là, j'avais fait effectivement moi aussi j'ai fait mes petites recherches parce que quand j'ai commencé à creuser, je me suis dit non, c'est pas possible. Donc 69 matchs joués par les Bulls au moment où on enregistre, ils sont en train de jouer leur 70e du coup. À seulement 17 reprises, ils ont inscrit plus de 3 points que leur adversaire, donc 17 sur 69. C'est le pire bilan forcément en NBA. Est-ce que tu peux deviner, Adrien, le bilan des Bulls dans ces matchs-là, sur les 17 Les 17 où on a plus mis de 3 points que que l'adversaire. l'adversaire. Ouais. Ah bah, c'est tellement un miracle et on a tellement l'habitude de gratter des points autrement que le win rate doit pas être si mal que ça. Allez, 60, 65%. Alors sur 17, 12. ça fait combien? 12, 13? Ouais, 12-5. 12, 12, bravo. 12 victoires, 5 défaites. Alors, à remettre en contexte, il y a 2 victoires contre Portland, 2 contre Utah, une contre Memphis en janvier et une contre Charlotte. Donc, parfois, c'est un peu le profil des équipes contre lesquelles vous arrivez à mettre plus de 3 points qui est assez intéressant. Mais justement, ça rejoint un peu ce que tu disais. C'est peut-être aussi là les équipes. Alors, je ne les ai pas tous bien identifiés, mais des équipes où les défenses sont pas extraordinaires et peut-être que les joueurs ont plus de confiance, ont plus de temps pour prendre les 3 points. Et ensuite, mécaniquement, déjà tu les prends, tu commences à les mettre et la série se met en place petit à petit. Alors que souvent, quand tu commences à prendre des tirs compliqués et que tu les prends pas souvent, difficile de prendre du rythme, notamment pour les shooters. Effectivement. On salue Utah actuellement. Du coup, on va continuer. Et le deuxième point que tu voulais mettre en avant, c'était la fatigue. Ah bah oui, forcément. Alors pour ceux qui suivent un peu les minutes jouées, on reparlera du terme de minutes, notamment pour parler de clutch un peu plus tard, mais en minutes totales jouées en NBA, le joueur qui a le plus joué en NBA cette saison, vraiment, au global, s'appelle DeMar DeRozan. DeMar DeRozan qui en plus n'est plus tout jeune. Alors il est très efficace. Lui en interview, on lui en parle souvent. Il n'y a pas longtemps, il a dit que lui, il adorait jouer au basket. Donc de toute façon, plus il joue au basket, plus il est content. Très bien. Mais c'est quand même quelque chose qui va finir par peser en termes de fatigue parce qu'il y a les minutes totales. Et puis, il y a la charge, tout ce qui pèse sur les épaules de DeMar DeRozan. Alors, le profil plaît ou ne plaît pas, il a une façon de jouer assez particulière, mais le fait est qu'il y a beaucoup de poids qui pèse sur ses épaules et répéter ses efforts, que ce soit physiques ou mentaux, parce que c'est aussi mentalement assez compliqué d'être toujours aussi efficace, ça finit par peser. Alors, pour l'instant, ça tient. On peut espérer que ça tienne pour du play-in, mais ça peut finir par se payer. Et j'avais un peu de focus sur Demar qui était numéro 1, mais le numéro 3 aux minutes, il s'appelle Kobe White, qui est en train de rater quelques matchs. Alors là, il revient au moment où on enregistre petit à petit, mais il est aussi numéro 3 et il a la même problématique, c'est-à-dire que quand c'est pas DeMar DeRozan, c'est Kobe White qui se charge de pratiquement toute l'attaque du côté des Bulls. Attention à tout ça, on a déjà beaucoup de blessés. On croise évidemment les doigts pour que ces deux-là soient épargnés jusqu'au bout. Puis on pourrait même étendre ce problème à Vucevic, qui est 20e en termes de minutes jouées, et qui, sur les 3 dernières saisons, j'ai cherché, est 7e All-NBA en termes de minutes jouées. 7e, c'est le premier intérieur. Oui, mais c'est aussi, là, on va revenir à un problème d'effectif et ça va un peu faire la transition avec la suite sans vouloir la griller. Mais c'est vrai que Nikola Vucevic, de par son profil, je le disais, de stretch 5, de pouvoir de temps en temps tirer et d'écarter, donc de créer du spacing pour l'attaque des Bulls. Son remplaçant, c'est André Drummond, qui a certaines qualités, bien entendu, mais dès que Vucevic n'est pas sur le terrain, ça pose beaucoup de problématiques sur la façon de fonctionner de l'attaque des Bulls. Donc, on a envie de l'avoir sur le terrain, on a besoin de l'avoir sur le terrain, et donc forcément, il joue beaucoup, et on a besoin qu'il joue beaucoup. Eh bien, enchaînons. Adrien, le troisième point que tu voulais mettre en avant, c'est la rotation qui est un petit peu limite. Et effectivement, on en parlait en off, identifier des joueurs de play-in/playoff actuellement en bonne santé dans l'effectif, c'est un peu difficile. Oui, alors forcément, en préambule, j'ai envie de dire qu'il y a toujours cette problématique des blessures, ça tout part de là, c'est-à-dire que déjà il y a Lonzo Ball, alors on ne peut pas le prendre en compte forcément pour son profil de joueur, mais en l'occurrence, dans la masse salariale de l'équipe, il prend une très bonne part à lui tout seul, et une part donc qui pourrait être allouée à des joueurs jouables sur un terrain en playoff, donc il y a cette part-là, et puis évidemment, donc Zach LaVine qui ne reviendra pas, Patrick Williams qui ne reviendra pas non plus, qui sont deux titulaires également, et on se retrouve avec une rotation très courte. Déjà, l'effectif est plutôt petit, c'est-à-dire que j'ai parlé de Vucevic et de Drummond, mais ça te fait au moins deux grands bien big pour jouer poste 5. On a beaucoup de guards, effectivement. Kobe White, Ayo Dosunmu, Alex Caruso, Zach LaVine. Très bien. Une fois arrivé à l'aile,
eh bien, ça descend beaucoup plus vite. C'est-à-dire qu'il y a DeMar DeRozan, évidemment. Donc, il y a Torrey Craig que j'ai cité un peu plus tôt. Là, il n'y a plus Patrick Williams. Et on se retrouve très souvent à devoir jouer avec Alex Caruso qui peut un peu tout défendre, fort heureusement. Alex Caruso, first team all defense, comme ça, je le mets maintenant. Mais ensuite, c'est des joueurs soit plus frais. On a des rookies sophomores avec les Julian Phillips, les Dalen Terry, etc., qui ne sont pas jouables sur un terrain en playoff. On ne devrait pas les voir, j'imagine. Soit ensuite, on est obligé de bricoler. On se retrouve avec des minutes avec et André Drummond et Nikola Vucevic. Alors là, on a d'autres problématiques, même si parfois ça fonctionne pas si mal. Je pense que ça ne fait rêver personne. C'est vrai que, honnêtement, à l'Est, parmi les équipes qui seront traitées, c'est peut-être le plus faible secteur à l'aile. C'est-à-dire que il y a une double problématique, c'est qu'il manque du monde. Et alors DeRozan est un peu mis du coup dans un poste très proche du panier, du coup un espèce de poste 4, et du coup il est peut-être amené à défendre sur des profils physiques qui sont pas pour un joueur qui est pas réputé bon défenseur. En plus, on lui met face à des matchs qui sont un petit peu difficiles. Donc effectivement, ce problème de rotation en particulier à l'aile, quand tu vois certains des match-ups probables possibles, quand tu penses à des Jimmy Butler sur peut-être un play-in, on ne sait pas encore où en sera le classement, mais même un Pascal Siakam sur des playoffs, difficile d'en parler, mais le duo à Boston, Jaylen Brown, Tatum, etc. Effectivement, ça paraît rédéhibitoire. Oui, et puis il y a les Bucks aussi, sans parler de Giannis Antetokounmpo, hein, qui existe toujours dans cette conférence. Et effectivement, j'ai évoqué les noms comme ça donne une vague idée, mais c'est vrai que tu le soulignes bien, c'est surtout défensivement que ça pose un problème sur les match-ups. Alors certes, Alex Caruso est magnifique, mais il ne peut pas tout faire tout seul. Et puis il y a la défense et il y a le rebond. C'est-à-dire que même si Vucevic est un bon rebondeur, même si André Drummond a cette capacité incroyable d'absorber tous les rebonds qui existent sur un terrain, ça ne suffit pas. Et une des qualités, il a ses défauts évidemment, Patrick Williams, et j'entends totalement ceux qui sont en train de sortir du train petit à petit, Patrick Williams, mais c'est notamment lui qui se coltine dans les match-ups de saison régulière. Les joueurs que tu as cités, les ailiers, les Giannis Antetokounmpo, qui est capable d'être relativement vif pour les suivre et assez physique pour ne pas totalement se faire enfoncer. Et il aide beaucoup sur ces deux secteurs et il va beaucoup manquer, notamment quand le jeu se ralentit. On sait très bien ce qui se passe en play-in et en play-off. Eh bien, continuons. Alors, on ne pouvait pas faire des épisodes 100% négatifs. On ne pouvait pas. Donc, heureusement. on a rajouté à chaque fois le motif d'espoir pour chaque équipe. Alors, quel est le motif d'espoir des Bulls, Adrien? Alors, c'est à la fois un motif d'espoir, à la fois quelque chose qui, en soi, n'est pas forcément positif. J'ai envie de parler du clutch, bien sûr. Alors, les Chicago Bulls sont, encore une fois, alors on enregistre, l'équipe qui a joué le plus de minutes et de matchs clutch cette saison. Alors, certes, ça veut dire, on en parlait tous les deux un peu avant d'enregistrer, que les Bulls sont incapables de tuer un match contre des équipes techniquement plus faibles qu'eux. Mais les Bulls sont habitués à ces joutes-là, à ces minutes où le rythme se ralentit, où il faut jouer sur demi-terrain. Et les Bulls ont la chance d'avoir des joutes de très forts joueurs d'ISO et de fin de match en la personne de DeMar DeRozan et de Kobe White. On a le meilleur plus-minus en clutch. On a beau jouer beaucoup de minutes, ces minutes-là, on les gagne. Plus qu'à 91 à l'heure où on parle, même s'il y a un match en cours, j'espère que ça n'a pas changé. Plus 91. On a aussi un très bon win rate, plus de 60% de victoire sur les games qui se jouent dans le clutch, donc les matchs serrés, les matchs coup près. Voilà, les Bulls ont l'habitude des moments de tension de fin de match quand on arrive. Alors au play-off, c'est autre chose, mais quand on va arriver au play-in, c'est quelque chose qui peut jouer face à des équipes peut-être un peu plus fébriles mentalement. Et si on regarde le profil des équipes qui pour l'instant sont coincées entre ces 8 et 10e places à l'Est, pour ne pas citer notamment Philly qui joue sans Embiid et les Hawks, on peut se dire que c'est quelque chose qui peut jouer pour nous. Je pense que vraiment le clutch, c'est le symbole du jeu que produit en fait les Bulls. C'est-à-dire que c'est l'équipe en NBA qui joue le plus de possessions en attaque sur demi-terrain. C'est l'équipe qui en joue le 22e plus grand nombre en défense sur demi-terrain. C'est une équipe de demi-terrain, en fait, les Bulls, et c'est l'équipe qui a les possessions les plus longues en NBA défensivement après le Heat. Donc, ce qui n'est pas forcément toujours le symbole d'une bonne défense, hein, d'avoir des longues possessions défensives, c'est que tu crées pas aussi de turnover parfois. Mais il y a ça, je pense que du coup, il y a cette habitude dans le clutch, c'est parce que vous êtes une équipe profondément de demi-terrain, même si les transitions peuvent exister dans le clutch et que statistiquement elles réduisent pas tant que ça, c'est quand même sur des possessions clés, il y a cet avantage-là. Après, au niveau du jeu, est-ce que ça change vraiment? Genre, quand les Bulls arrivent dans le clutch, est-ce qu'il y a, je sais pas, est-ce qu'il y a plus d'ISO DeRozan, etc., ou est-ce que c'est globalement juste
on perpétue ce qui est fait pendant le reste du match. Bon, je vais pas faire croire qu'il y a un fond de jeu extraordinaire du côté des Bulls pendant les matchs. Je voudrais pas non plus fabuler, mais tout de même, on sent que quand ça ralentit, enfin, les clutches du côté des Bulls sont très caricaturaux pour ce qui se fait en NBA. Dans ces moments-là, c'est à toi, à moi, entre DeMar DeRozan et Kobe White qui créent un peu tout seul. Alors, il y a quelques variantes qui existent avec l'utilisation de Nikola Vucevic, qui est quand même voilà, une vraie menace au poste bas, qui parfois permet de déstabiliser certaines défenses. Mais globalement, oui, sur le clutch, ça ressemble. Il y a un peu moins de tentatives, en tout cas, de mouvement, même si, comme tu l'as dit, une des raisons pour avoir vu les Bulls de manière répétée dans la saison, pour laquelle les possessions sont longues, c'est qu'il y a tentative de créer du mouvement, mais de par le spacing assez limité, comme on l'a dit, et les qualités de certains joueurs pour faire la différence balle en main, qui est aussi assez limitée, on se retrouve pas souvent en fin de possession à se dire bon allez, démarre Kobe, crée quelque chose, et puis Inch'Allah, ça va bien se passer. Heureusement, ça se passe plutôt bien cette saison. Mais oui, fondamentalement, c'est quand même un petit peu différent et il y a une vraie confiance qui se dégage de cette équipe. Et je voudrais rajouter juste une chose, c'est le clutch. On parle souvent du clutch offensif. Et je sais que je vais beaucoup citer son nom, mais c'est un secret pour personne, j'adore ce joueur. Alex Caruso a une énorme capacité de clutch défensif. On en parle parfois, on en reparlera peut-être pour un certain Jimmy Butler, par exemple. Mais Alex Caruso, dans les dernières minutes d'un match, a cette capacité à créer des déflexions, à récupérer des balles, des interceptions, des rebonds un peu mystiques. On ne sait pas trop comment il fait. Mais voilà, est un très fort joueur de clutch défensif, ce qui génère justement parfois des contre-attaques, ce qui permet de s'éviter des ISO et d'avoir des paniers faciles, ce qui est plutôt pas mal. Non. Tu as beaucoup parlé d'Alex Caruso, on a beaucoup parlé de DeRozan, on a aussi beaucoup parlé de Kobe White. C'est le joueur qu'on va mettre en avant. C'est la dernière partie, le joueur à mettre en avant, entre parenthèses, hors superstar. J'ai voulu faire ça pour qu'on évite de dire le joueur clé de la campagne de playoff, je ne sais pas, des Sixers, c'est Joel Embiid. Effectivement, oui, c'est lui, mais qui d'autre? Et du coup, tu as décidé de parler de Kobe White qui est... Alors, je suis désolé de te le dire, Adrien, il est que numéro 2 à Vegas pour le MIP. C'est Tyrese Maxey qui est le favori actuellement, mais qui est selon toi le MIP du cœur. Selon moi et selon Paul George aussi dernièrement. Paul George qui a dit qu'il votait pour Kobe White. Mais au-delà de la considération du trophée qui au final est plutôt anecdotique en soi, Kobe White, hormis donc DeMar DeRozan, les stars finalement c'est censé être Zach Lavine qui n'est pas là. DeMar DeRozan et Nikola Vucevic, mais on est sur un intérieur dans un profil assez particulier, plutôt vieillissant, hormis donc DeMar DeRozan. Ce qui fait que les Bulls ont réussi à être là où ils sont maintenant, c'est-à-dire là où on les attendait malgré les embûches sur le chemin. C'est notamment grâce à l'éclosion de Kobe White. Alors, il y a eu des très hauts à un moment, une éclosion très très forte, un petit moins bien. Il a dû apprendre justement, je pense, avec les défenses qui se sont adaptées à lui. Mais il a retrouvé ce niveau-là. Alors, après blessure, on espère que tout va bien maintenant. La création pour lui-même, le jeu s'est ralenti, sa création pour les autres est meilleure. Il drive beaucoup mieux et avec plus de confiance. Et c'est assez fou de dire ça pour cette fin de saison, mais un des joueurs qui applique le plus de rim pressure, en tout cas qui va le plus souvent utiliser la présence de Vucevic pour aller chercher des drives et des fautes, c'est Kobe White. Et quand ISO démarre de Rosanne, ça ne fonctionne pas. Et ce qui malheureusement, on l'a pas gardé dans les raisons pour lesquelles les Bulls ne gagneront pas, mais certains ne manqueront pas de dire que DeMar DeRozan en playoff n'est pas une assurance tout risque. Effectivement, à un moment donné, les faits sont là. Justement, dans ces moments-là, et c'est arrivé plusieurs fois dans la saison, où l'équipe, DeMar DeRozan inclus, ont fait confiance à Kobe White pour driver les possessions clutch, que ce soit pour lui ou pour les autres, puisque justement, c'est un des rares joueurs aussi à avoir la vitesse et le dribble pour créer un décalage de lui-même. Kobe White a répondu aux attentes et tout ce qu'on peut espérer, c'est ça finalement sur quelques matchs. Ça risque de pas durer très longtemps, on va en parler dans quelques instants. Mais voilà, Kobe White peut peut-être nous amener quelques émotions en tant que supporter des Bulls. C'est vrai qu'il y a à la fois la rim pressure et il y a aussi le fait que c'est votre meilleure arme peut-être en catch and shoot. Il est 8e en NBA en termes de catch and shoot pris cette saison et tu vois que il a un rôle il a un costume assez important. On parle beaucoup de DeRozan, mais en soi, entre la faculté de drive, la faculté de mettre en avant un peu de playmaking et le fait d'être une des cautions spacing, ça fait beaucoup, en fait, pour un joueur et c'est pour ça qu'il mérite d'être placé très très haut dans le MIP. D'ailleurs, je vois ça passer, on en parlait, j'aurais dû dire ça tout à l'heure, mais si on prend les joueurs qui ont pris le plus de catch and shoot en NBA, Vucevic c'est en termes de réussite parmi les derniers. Donc on voit bien que c'est cette nécessité d'apporter du spacing quand bien même les pourcentages sont pas toujours en rendez-vous. Eh bien, finissons par le pronostic. On était obligé de se ridiculiser, c'était un petit peu dans le contrat. Alors on va pas pronostiquer exactement au match près, mais on va parler de plancher et de plafond. Commençons par le plancher. Pour les équipes play-in, c'est un peu évident.
le plancher? Bah, le plancher, c'est de perdre pendant la qualification au play-in et de ne se pas qualifier pour les playoffs. C'est un match coup près, ça peut arriver. C'est jamais à exclure de toute façon. Alors, je suis plutôt confiant, comme je le disais tout à l'heure, par rapport aux autres profils d'équipe qu'on devrait jouer, même si dans le lot, il y a quand même le Miami Heat, selon où on se retrouve. Même si les Bulls semblent à peu près lock à la 9e place, ça peut toujours bouger. Mais effectivement, le plancher, c'est le pire scénario possible. Le pire scénario possible, c'est effectivement qu'on se fasse sortir sur un match. C'est impossible de l'exclure, en tout cas. Je suis assez d'accord. Petit teasing, j'en parlerai dans l'épisode sur les Hawks qui arrive demain. Les Hawks sont quand même pas bons à prendre sur un match coup près parce que c'est clairement l'équipe qui s'adapte. Je pense qu'on va faire partie, toi et moi, Adrien, des 4 seules personnes au monde qui auront un peu d'intérêt pour ce match parce que vraisemblablement, on se dirige vers un Bulls Hawks à Chicago sur le 9-10 Est et je serais assez curieux. Plus intéressant, le plafond. Bon, tu l'as dit, on s'est attribué tous des équipes pour ce format chez Dunk Hebdo. Bon, celle-là, c'est celle que je supporte. Donc forcément, l'objectivité ne sera pas totale. On parle de plafond. Le plafond, c'est le meilleur scénario possible. Alors, je ne vais pas vous dire que les Bulls seront champions NBA 2024, évidemment. Mais je pense que le meilleur scénario possible avec donc le match contre les Hawks potentiels, en tout cas le premier match de play-in, les play-in réussis, une qualification en play-off, un match-up, a priori, on devrait jouer une des 2 premières équipes de l'Est, mettons la première actuellement, les Boston Celtics. Il existe un monde où les Celtics ne mettent pas un jumper, n'arrivent pas à drive et choke comme ils ont pu déjà le faire par le passé, et où on passe un tour de playoff. Voilà, c'est vraiment le scénario, le meilleur scénario possible. Je n'en vois pas beaucoup d'autres, à mon avis. Et si j'essaye de tempérer les fabulations, bon, le meilleur scénario, c'est on se qualifie pour les playoffs et puis après, on s'en va au bout de, au mieux, 5 ou 6 matchs. Ouais, j'allais dire la même chose. Je pense que... Alors, je suis encore une fois désolé, je tease une deuxième fois, mais moi, j'ai tellement envie du Hawks Celtics parce que, en gros, j'expliquerai ça demain, mais en gros, ce que les Celtics ne font pas en attaque, c'est ce qui pose problème aux Hawks. Donc, en fait, pour se faciliter la tâche contre les Hawks, les Celtics devraient cut, ce qu'ils font jamais. Mais par rapport aux Bulls, oui, je dirais qualification au play-in et qualification au play-off et 1 ou 2 matchs. Le fait, le petit truc par rapport au fait qu'il y a ce petit doute par rapport à l'exécution des Celtics, parce que il y a quand même forte chance que ça soit les Celtics, hein, que l'exécution des Celtics en fin de match face aux Bulls qui sont extrêmement rodés dans ce domaine, ça m'intrigue un peu aussi. En fait, le meilleur scénario, le plus potentiellement réaliste, je vais dire ça comme ça, c'est de se qualifier et dans cette série-là, de faire peur en fait à l'équipe qui sera favorite. C'est-à-dire que si on prend un match ou si on commence la série en étant devant, voilà, peut-être faire trembler ces équipes-là parce qu'on a beau émettre des doutes et je pense qu'on en reparlera sur les Celtics. Bon, la meilleure équipe entre les deux, il n'y a quand même pas photo sur le papier. Ah, il doit. Mais quand on fera l'épisode Celtics, celui-ci, il n'arrivera pas maintenant. Ça, je peux vous le dire maintenant. Ils doivent mettre, moi, dans l'épisode Celtics, si j'en fais partie, ils doivent mettre 4-0 à n'importe quelle équipe qui sort du play-in. Ils doivent leur mettre 4-0. Normalement. C'est l'exigence. Ouais. Après, on l'a pas dit, mais peut-être que le meilleur scénario pour vous, c'est tout simplement de réussir à rattraper Philly sur les 15 derniers matchs. Et de s'éviter peut-être de jouer Boston. Il y a rattraper Philly ou que Philly s'écroule selon le point de vue, évidemment, mais c'est vrai que c'est peut-être un scénario envisageable aussi. Effectivement. Eh bien, on a conclu ce premier épisode et je me dis qu'on ne tiendra jamais cette idée de 20 et quelques minutes, ça ne tiendra jamais. Alors là, c'était le premier, il fallait expliquer certaines choses, mais effectivement, ça risque de varier selon les équipes, selon aussi les experts, les spécialistes en question. Je l'ai déjà un petit peu teasé, demain on parlera d'Atlanta, du coup on restera à l'Est, mais on basculera très très vite à l'Ouest. Adrien, est-ce que tu te sens triste après cette preview? Non, pas du tout, pas du tout. Alors, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Moi, je pourrais m'étendre. J'ai essayé de faire le plus concis possible sur les Bulls. On a essayé d'aller vite. Je pense qu'on est dans les temps. Mais non, pas du tout déçu. C'était avec le départ de saison qu'il y a eu, avec les embûches de milieu de saison. Moi, je suis content de me dire, allez, il y a un monde. Alors, il y a un monde que j'envisage où on va être déçu, ça va très mal se passer. Et puis, bon, on regardera la suite des playoffs en observateur qui aime le basketball NBA. Et puis, il y a un monde un peu miraculeux où on va vibrer. Grâce à des grands clutches de Kobe White. Voilà. J'espère que ça se passera comme ça. L'avantage du play-in, c'est au moins d'apporter ce petit match qui peut faire vibrer, potentiellement. Voilà.
Effectivement. Eh bien, on va s'arrêter là-dessus. Petit commentaire d'ailleurs, parce que j'ai vu, on a lancé un questionnaire, je vais le remettre dans la description. Pour ceux qui qui nous suivent pas sur Twitter, on a lancé un questionnaire il y a quelques jours de ça, pour recevoir tout simplement vos commentaires par rapport au podcast. Je sais, j'ai lu quelques-uns des commentaires. Oh, Ben, il est embêtant avec le timing. Je vous explique. Juste parce que je pense que ça va revenir pendant et profitons du premier épisode, ça va revenir pendant ces previews. Je suis au montage très souvent. Donc en fait, si au lieu d'avoir 20 épisodes de 25 minutes, j'en ai 20 de 45 minutes, ça change un peu beaucoup de choses dans ma vie. Donc c'est pour ça des fois que je leur mets aussi un petit peu la pression. Puis il y a aussi cette idée de parfois savoir être concis. Enfin bref, voilà. Je me défends, Adrien, parce que en tant que présentateur, on a le mauvais rôle, très souvent. Oui, non, mais de toute façon, je le confesse également, je vais probablement utiliser l'excuse de Ben en citant le nom de Ben pour essayer de dire à certains autres membres de Duck Hebdo qu'on est malheureusement contraint d'arrêter là pour ces previews. On profite du premier épisode pour anticiper tout ça. Mais voilà, non, mais ça va être un plaisir à faire et on va se régaler, même si justement, voilà, en termes de rythme, on va penser à toi, Ben, bien sûr, et on va penser à nous également, parce que ça va être assez intense sur ces prochaines semaines. Effectivement, c'est le côté calendrier qui est clé actuellement. En tout cas, on vous remercie. Si vous êtes fan des Bulls et que vous avez découvert le podcast, n'hésitez pas à vous abonner. Pour les autres qui écoutent le podcast et qui ne sont toujours pas abonnés, abonnez-vous aussi, que ça soit sur YouTube ou sur les plateformes de podcast, également sur Twitter. Nous, on prend une pause. D'habitude, je dis à la semaine prochaine. Non, on se retrouve dès demain. Je l'ai dit, on va parler des Hawks. Merci Adrien. À très vite. Salut. Merci Ben. Ciao.